pour l'instant, la mortalité qu'on observe est plus basse que ce qu'on avait observé pour la première partie, puisque dans la première partie, on avait une mortalité qui était de 2,1% chez les patients hospitalisés à la PHM, et que là, on a 0,5%. Ici, vous avez ce chiffrage, qui est un chiffrage qui est fait par Santé publique France, et donc d'ailleurs, on a la chance d'avoir maintenant vraiment les données disponibles pour pouvoir travailler à regarder. Vous voyez la mortalité, peut-être qu'elle va, ça c'était il y a 2 semaines, on verra peut-être qu'elle monte de manière très significative dans les trucs, dans les jours à venir. C'est possible. Vous voyez que la mortalité à Marseille, à côté de celle de l'année 2018 ou de l'année 2019, n'a pas été significative dans tout le courant de l'année. Donc il n'y a pas eu plus de morts à Marseille en 2020 pour l'instant qu'en 2018. Donc peut-être que c'est un drame qui s'est passé, mais ça ne s'est pas passé ici, ce drame. Alors c'est peut-être pas partout pareil. Il faut garder, faut raison garder pour l'instant. Il faut s'occuper des gens, il faut les soigner. Et bien entendu, il y a des morts, mais comme vous voyez ici dans cette représentation, qui sont tous les morts qu'il y a eu à Marseille à l'assistance publique. Vous les voyez par tranche d'âge. En réalité, cette malheureuse est morte avec le Covid, mais pas à cause du Covid. Et vous voyez les morts que nous avons eues à l'IHU, qui sont en rouge. Vous voyez, nous avons une personne qui est morte qui avait moins de 59 ans en tout. D'accord. Tout le reste, c'est ce qui était traité ici. Donc le reste, c'est l'assistance publique hors IHU. Et ici, c'est la même courbe, mais la différence étant ceux qui ont eu 3 jours de traitement, donc on peut évaluer, qui sont en rouge aussi, et vous voyez que la distribution des âges est celle-ci, c'est-à-dire bien sûr, c'est les gens qui avaient une espérance de vie très courte, et encore on ne met pas dedans les pathologies, dans les quelques personnes qui viennent de mourir dans l'épidémie actuelle, il y en avait au moins 3 qui avaient des cancers métastasés, qui étaient en phase terminale, et les autres qui sont âgés et diabétiques. Donc je crois qu'il faut pas s'affoler comme d'habitude, il faut gérer les choses, soigner les malades et s'en occuper. Et nous, c'est ce que nous faisons. Une équipe est en train de mettre en évidence que ce virus a été parasité par un petit bout de gène, on appelle les éléments mobiles, que nous on a décrits chez les virus, qui ont été les premiers décrits chez les virus qui s'appellent les transpovirons, et qui vient de virus d'insectes et qui est venu se mettre sur ce virus. Donc c'est probablement pas du tout une manipulation volontaire, la nature fait beaucoup plus de manipulation que les hommes, l'imagination terrible, la nature. Et donc ce transfert latéral de gènes vers des tout petits virus comme ça est quelque chose qui n'était pas décrit clairement. Et donc on retrouve ce petit bout de gène qui se balade et qui parasite les virus dans la nature, dans plusieurs virus. Alors, Laurence Camoin est professeure d'hématologie spécialisée dans les troubles de la coagulation. Elle va vous dire ce qu'elle trouve actuellement. Merci, monsieur. Bien, ce virus est associé, on sait depuis le début, à des troubles de l'hémostase avec des modifications des paramètres de la coagulation et des manifestations cliniques sévères avec des embolies pulmonaires et des événements thrombotiques. Parmi les nombreuses anomalies qui ont été identifiées, on a décrit pendant la phase aiguë, notamment chez les patients en réanimation, la présence à un taux élevé de patients avec des lupus anticoagulants circulants. Et qu'est-ce que cela change concernant le traitement des patients? Alors, on a des travaux qui ont démontré que l'hydroxychloroquine avait un intérêt chez les patients porteurs de ces anomalies biologiques, avec notamment une diminution du taux de ces anticorps chez les patients et, dans certains travaux, une diminution du risque d'événements thrombotiques. Ces données cliniques sont d'ailleurs confirmées par des modèles in vitro et des modèles animaux. Donc, en pratique, si vous voulez, c'est un élément de plus qui n'est pas étonnant, si vous voulez, parce que si on donne de l'hydroxychloroquine chez les gens qui ont un lupus, et que ça s'appelle un lupus anticoagulant, c'est pas tellement étrange. Ce sont des anticorps des auto-anticorps, c'est-à-dire c'est de l'auto-immunité, et le Plaquenil a été un des tout premiers traitements avec la corticothérapie de l'auto-immunité. C'est que la cortisone joue un rôle à un moment, et que l'hydroxychloroquine joue un rôle à un moment. Et ça, c'est probablement du fait de ces réactions auto-immunes qui sont entraînées par cette maladie.
Maintenant, il y a la moitié du monde qui recommande l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid. Il y a aux États-Unis un État sur deux qui recommande l'utilisation d'hydroxychloroquine. Il y a une revue très bien faite qui vient de sortir dans l'American Journal of Medicine, qui est un des 4 ou 5 meilleurs journaux de médecine aux États-Unis, qui recommande l'hydroxychloroquine. C'est un médicament qui a toutes les raisons d'être prescrit. Il est totalement anodin en dépit des folies qui ont pu atteindre et culminer avec le Lancet Gate. Il a été prescrit chez peut-être 2 milliards de personnes. Il est utilisé dans des indications chez des patients qui ont des anticorps antiphospholipides depuis très longtemps. On sait que les gens d'ailleurs qui ont ces maladies inflammatoires et qui prennent du Plaquenil sont plus protégés du Covid que les gens qui ont un autre traitement. Donc on sait que ça les protège aussi. Les données se sont accumulées maintenant. Il y a 90 publications qui ont été faites, qui sont en préprint sur l'hydroxychloroquine, dont l'immense majorité montrent un avantage à l'hydroxychloroquine. Donc il est temps de laisser aux médecins la responsabilité de faire ce qu'ils doivent. Et compte tenu de l'ensemble des données, il n'y a pas une personne unique ou un comité unique à Paris qui peut décider qu'il a raison contre la moitié du monde. Il faut laisser les médecins faire leur choix, c'est ce que je pense et ce que je continue à penser.